Lunel Hebdo, bonsoir. Je reçois mon invité, Jocelyne Sainte-Croix, qui a un parcours artistique rythmé par la musique et par le spectacle. Donc nous allons la découvrir ensemble. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment tout a commencé, le tout début? Le tout début. Tout début, il remonte à très loin, il remonte au mois d'avril 1980. À l'époque, il y avait encore la clinique, la maternité des Platanes, et ma petite sœur est née le 9 avril, Christelle. Et papa, en allant à la mairie juste en face, a vu une affiche reconstitution de la fanfare de Lunel, qui était arrêtée depuis des années, le réveil Pescalune. Et mes deux petits frères ont été les deux premiers inscrits à cette fanfare. C'était la première fanfare, le réveil Pescalune? Le réveil Pescalune, c'était une très vieille fanfare de Lunel qui avait été arrêtée après la guerre, je ne sais plus pourquoi, et qui avait été reprise donc en avril 80 par Jacques Hiroul et Pierre Boulet. Et donc mes deux petits frères ont été les premiers inscrits, et je crois que j'ai fourni une photo où il y a une photo dans les arènes de Lunel, la première répétition, avec plein de petits gamins, Jackie et Pierrot. Et on voit tous ces petits gosses de 8-12 ans qui, avec un clairon à la main, pour la première fois de leur vie, ils touchaient un instrument de musique parce qu'il n'y avait pas l'école de musique. Ah, mais ils n'étaient pas donc musiciens? Personne n'était musicien, sauf Jackie et Pierrot. Et donc les petits, c'est la première fois qu'ils touchent un instrument. Et il faut savoir que cette fanfare a donné... Moi, j'y suis allé au bout de 2-3 mois, j'ai rejoint mes frères. Pendant quelques mois, j'ai fait du clairon, même du corps de chasse. Puis au bout d'un moment, à 16 ans, le corps de chasse, ça va un moment, quoi. Ouais. Mon papa, il m'a dit, tu devras apprendre un autre instrument, le saxo. Et il faut savoir, je viens là-dessus parce que sur cette photo, les premières photos du réveil Pescalune, ça a donné énormément de musiciens qui aujourd'hui sont professionnels ou amateurs de très bon niveau. Excusez-moi, je souris parce que ce que vous dites, ça va éveiller la mémoire de Jean-François Mainten, qui d'ailleurs a organisé cette exposition et qui est sensible justement à ces personnes et à ces organisations, ces formations qui existaient dans le passé, qu'on ne trouve plus maintenant. Donc je pense que ça va lui parler. Hein. Je crois qu'il devrait retrouver des vieilles photos de l'ancien réveil Pescalune, parce que j'en avais vu une fois, mais je ne l'ai jamais revu. Et donc je disais, sur cette fanfare-là, vous avez Thierry Gauthier, qui est tout petit sur la photo, qui doit avoir 8 ans et qui aujourd'hui est un formidable pianiste de jazz. Vous avez Nicolas Sévérac, qui n'est pas sur la photo, il est rentré plus tard, mais qui dirige la Mitra aujourd'hui. Vous avez Philippe Bougnol, qui est un extraordinaire tubiste, qui a commencé là, je crois qu'il est sur la photo, tout petit aussi. Vous avez les frères Carmona, qui dirigent la Peña de Valergue, je crois. Enfin, et qui joue à Mitra aussi. Enfin, ça a donné une flopée de musiciens. Eh oui. Et c'est parti de là, en fait. Mais la Mitra, si elle existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le réveil Pescalune qui a donné envie à des musiciens de jouer. Je pense que le réveil Pescalune peut être fier d'avoir malheureusement, créé ces émulations. Oui, tout à fait. C'est un grand chapeau à Pierrot et à Jackie. Bon, après, il a arrêté. Je ne sais plus en quelle année il a arrêté, parce que moi, j'avais arrêté depuis longtemps. Mais c'est génial. Et donc, moi, je joue au corps de chasse. Alors, pourquoi avoir choisi un instrument avant? Puisqu'à priori... ça s'est fait par hasard. Ah bon? Complètement par hasard. Je joue aussi bien, j'aurais joué du tambour. Ah oui, d'accord. C'est comme ça. Et puis, c'est mon papa qui m'a dit, j'en avais marre du corps de chasse. À 16 ans, faut pas exagérer. Il était musicien, votre père? Pas du tout. Très mauvais musicien, le papa. On a l'impression que les parents donnent l'envie de jouer aux enfants. J'ai appris plus tard que j'en avais des grands-parents et arrière-grands-parents qui étaient musiciens, qui ont même fait retourner en Amérique. Mais bon. Alors là, vous nous parlez de fanfare. Voilà. Donc il y a eu la fanfare. Après, on a commencé à apprendre trompette, trombone pour mon petit frère et saxo pour moi. Et c'est là où je viens sur la Pescalune. Mon papa est allé voir la Peña Pescalune, qui a été une peña formidable. Qui a fait les beaux jours de Lunel. Qui a fait les beaux jours, il y a la statue de Louis là. Et ils ont dit à mon papa, une fille, jamais. Ah. Voilà. Donc mon père a dit, je vais lui monter sa troupe. Et c'est parti de là, la Peña Vidorlinck est partie de là. On est dans quelles années là? C'est les années 80... la Vidorlinck c'est en 82, c'est pas compliqué. Et alors vous avez joué au sein de la Peña Vidorlinck durant de nombreuses années? Depuis toujours. Depuis toujours. Voilà. Là, vous ne jouez plus puisqu'elle n'existe plus.
Elle n'existe plus, mais on l'a transformée. Ah, donc on en arrive à l'évolution, c'est ça? Donc l'évolution, voilà, c'est devenu... Et alors pourquoi vous avez quitté la peña? Enfin, du moins, pourquoi a-t-elle arrêté? Alors, on a arrêté la peña, le style peña, parce que on a évolué, on ne peut pas rester 40 ans pour nous, jouer pendant 40 ans Paquito, Primero Torero, je suis désolé, mais ça ne suffisait pas, quoi. Voilà. Donc on a voulu évoluer, faire autre chose. C'est très bien de jouer Paquito, on le joue encore, mais on fait d'autres choses à côté. Alors pour les personnes qui nous regardent mais qui ne connaîtraient pas le terme de peña, parce qu'à l'origine, le terme de peña, c'est un rassemblement de personnes pour partager un même intérêt, on est d'accord. C'est petites maisons, les casitas en Espagne. Peut-être que les personnes diraient, mais alors on parle de fanfare, quelle différence il y a entre une fanfare et une peña? Alors la fanfare, c'est plutôt des marches militaires, un marchant au pas avec des clairons, des fois il y a de l'harmonie. Après on passe sur la peña où il y a tous les instruments, trompette, saxophone, trombone, hélicon, machin, et où on joue des passos doubles, des keites, les vieux morceaux pour mettre le feu en ville, voilà. Oui, parce pour surtout les morceaux taurins, pour les corridas, pas forcément, mais surtout les courses camarguaises. Voilà, il faut un minimum de musiciens pour une peña ou... Alors, à l'époque, à la belle époque des peñas, toutes les peñas tournaient à 12, 15, 20, 25. La Pescalune a eu tourné à 25. Alors j'ai parlé à Pescalune, mais il faut savoir que 2 ans après, Louis m'appelait et j'allais jouer à la Pescalune et je me régalais de jouer avec eux. Et ils avaient compris qu'une fille, ça peut faire le travail comme un garçon. Alors, ils avaient des doutes, peut-être c'est parce que vous avez prouvé votre talent? Oui, mais ils ont vu que la vie d'Ourlinque c'était propre et que, ma foi, le fait d'être une fille, ça gêne pas, quoi. Voilà, ils sont revenus un peu sur leurs avis. Ça s'est toujours bien passé. Et aujourd'hui, on trouve bon nombre de femmes qui jouent dans les peñas ou dans les formations musicales. Ça aussi, ça a évolué. Ça, oui. Surtout au saxo. Vous me disiez qu'il y avait une évolution entre la peña la fanfare qui est devenue une peña. Et maintenant, est-ce qu'on retrouve les peñas comme on les avait il y a quelques années en arrière, ou est-ce qu'il y a une évolution? Vous voyez où je veux vous emmener là. Alors, vous essayez de vous faire dire que finalement, il y a une prise de conscience qu'il fallait peut-être changer un peu la conception, proposer autre chose. Il y a 2 sortes de peñas de nos jours. On n'est pas concernés puisqu'on est passé en orchestre de rue, mais les peñas de nos jours, il y a la peña traditionnelle qui va jouer du taurin, faire les déjeuners au pré, la brivade, la bandide, la course camarguaise, la corrida. Et puis il y a des peñas qui se modernisent un petit peu, et où je m'amuse parce que je les vois jeunes, et je nous vois, nous, il y a 10-15 ans, ils sont en train de prendre le même chemin que nous en modernisant leur répertoire. Voilà. Là, vous me disiez que vous faisiez partie d'une formation associée au spectacle de rue, on va dire, voilà. en déambulation moins classique. Alors, on a transformé la vie d'Ourlinque quand on a voulu changer, et on a monté en compagnie, et donc on a la fanfare qui s'est transformée. Les musiciens sont partis dans la formule Quality Street Band, et là on présente avec chanteuse et sonomobile, c'est un orchestre dans la rue, en fait, le principe. C'est du moderne. On est capable, puisqu'on a 40 ans d'expérience, de jouer les morceaux de peña traditionnels si on nous les demande, ça arrive. S'il faut jouer Les Yeux d'Émilie, Paquito, Valencia, on est capable de le faire, on les connaît par cœur. Et par contre, on joue un répertoire beaucoup plus moderne et on a fait différents thèmes. C'est-à-dire, par exemple, dimanche prochain, on est à Carry-le-Rouet avec la formule Pescadou, où on va jouer un peu plus d'air marin. Vous adaptez un peu? On s'adapte. Et à partir du moment où nous sommes professionnels, il faut que nous présentions un panel pour travailler, pour pouvoir vivre. Donc, et puis pour nous, c'est agréable. Quand pendant 8 mois, vous n'avez pas joué un passo doble, le jour où vous le jouez, on les joue surtout à la fête de Lunel, ça fait plaisir. Oui, parce que vous êtes régulièrement à la fête de Lunel. Tout à fait. Depuis 40 ans. En résumé, vous avez senti qu'il était temps de se moderniser, de présenter autre chose, plutôt dans le plus spectaculaire. Parce que ça nous correspondait. Alors on s'est mis aussi à faire les arts de la rue, parce qu'en faisant les grands carnavals comme nous faisons, Menton,
la Côte d'Azur, et on voit les troupes et ça donne envie. Donc on s'y est intéressé et la troupe a été partante pour créer les décors, les costumes, concevoir la musique qui va avec. Même là, on ne joue pas, mais elle est surenregistrée, il a fallu la créer. Donc c'est sans IA. Les prochains seront peut-être avec l'IA, mais là on a fait sans IA. Avec les nouvelles technologies, c'est vrai que maintenant on peut proposer autre chose. Votre compagnie, elle est constituée des mêmes musiciens? Alors, la compagnie regroupe, l'année dernière, on avait 37 membres, en tout, entre les musiciens et les comédiens pour les arts de la rue. Parce qu'on a le Quality Street, qui joue à Lunel et qui joue à Noël, etc., avec tous ces spectacles. On a la fanfare américaine, on a fait d'ailleurs les 80 ans de la Libération à Lunel au mois de septembre, il y a 2 ans, je crois. Donc on a la fanfare américaine, et on a les arts de la rue, on a les Mondes Engloutis et l'Odyssée minuscule. Les personnes qui font partie donc, de cette formation, sont-elles spécialisées par rapport à la thématique? C'est-à-dire que vous célébrez un anniversaire, vous commmémorez une célébration de guerre, armistice et tout ça. Ce sont les mêmes musiciens qui s'adaptent et qui joueront aussi autre chose, ou chacun a un peu ses préférences ou ses spécialités? Alors, la plupart, le maître mot, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, voilà, je l'ai bien dit. Et donc, la plupart s'adaptent, ils jouent partout, ils font même les arts de la rue si c'est nécessaire. Après, il est évident qu'un guitariste va pas aller faire une marche militaire. Pas trop adapté. Voilà, il ne peut pas, ça va pas. Oui. Enfin, dans le meilleur des cas, il faut connaître un répertoire immense. Nous avons un très gros répertoire. Et 45 ans de jeu, oui, ça fait un répertoire. Ça s'acquiert petit à petit, voilà. C'est vrai. Oui, oui. Donc chaque année, maintenant on n'en rajoute plus beaucoup, mais on en rajoute 5 ou 6. Déjà, ça fait plaisir de jouer autre chose. Oui. Puis après, il faut peut-être que vous avez aussi ce côté créatif qui vous motive. Justement de ne pas rester dans ce qui est vu et revu. Oui. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Oui, le côté créatif, c'est important. Ouais. Et puis comme vous disiez, il faut que vous travailliez. C'est-à-dire que si vous proposez un thème à un organisateur, si vous voulez revenir, peut-être qu'il faut que vous le proposiez un autre thème, un thème différent, qui va le séduire et qui... surtout qu'il est arrivé qu'on ait des créations de thèmes à la demande d'un client. Par exemple, la fanfare américaine, le Libération Orchestra, c'est la ville d'Aubé. L'adjoint aux festivités nous connaissait à Vidorlinck. Il m'a dit, toi qui écris les morceaux et tout, tu pourrais pas me faire... Je te fournis les costumes militaires et tu me fais une fanfare militaire pour le 8 mai d'il y a 20 ans. Pour les commémorations d'il y a 20 ans. Donc on a monté ça. Moi j'ai écrit les morceaux, ils nous ont habillés en tenue d'époque, on avait même les trous de mythes dans les costumes, c'était impressionnant. Ouais, dans le détail que se cache le diable. Voilà, le diable est dans les détails, et donc nous ça nous a plu, dans le sens où ça nous a mis les poils comme on dit. Oui. Tu sais, quand bien sûr. Tu voyais le public en transe, les gens étaient scotchés, en donc plus, j'allais dire, on l'a gardé. Cet aspect collectif là, qui envoie là, ça doit effectivement, on est. Sur la fanfare militaire, je me rappelle avoir fait Martigues sur les camions de l'armée, et c'était tout au début, c'était pas encore à la mode il y a 20 ans comme maintenant de le faire, et on voyait les personnes âgées sur le bord du port, du quai, qui se rappelaient quand c'était arrivé 60 ans plus tôt. Vous vous rendez compte? Et nous, je vous garantis que vous qui arrivez en jouant le jour le plus long, ça... Il devait y avoir une certaine émotion, tant pour les musiciens émouvant. Que pour les spectateurs qui revivaient ce qu'ils avaient vécu réellement à l'époque. Ouais. Et nous, ça, vous pouvez être fiers aussi d'avoir recréé ce sont des moments sympas. Ce moment de libération, on va dire. Alors, dans vos formations, vous jouez? Toujours, vous n'avez pas changé, parce que vous changez régulièrement d'instrument. Alors, je joue saxophone, alto et ténor. Si ça s'y prête, je joue. Si j'ai mal au dos, malheureusement, avec l'âge, je ne joue pas. Ouais. Voilà, mais la plupart du temps, je joue. Mais vous êtes toujours là? Ah, toujours. Vous faites partie des meubles, comme on dit. Je fais partie des meubles, je suis indéboulonnable. Vous nous disiez que vous aviez quand même un éventail assez large de thèmes que vous proposez.
en tant que spectacle de rue. Expliquez-nous comment naissent ces projets. On part de rien, on dit voilà, on a une idée de création, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça commence? Alors là, c'est tellement varié pour chacun. Il y a bien quelqu'un qui est à l'initiative, on va dire. En général, c'est moi. Il m'est même arrivé d'en improviser un carrément au téléphone avec un client. Ah oui. Et on a créé le thème. Mais alors, le problème, c'est que... c'est pas bien de le dire, mais le client était très content. C'est toujours pareil. C'est bien d'avoir des idées au départ. Hein, la création, c'est génial. Sauf qu'il y a toute la partie technique après. Et oui, mais qu'il faut assumer. C'est ça le challenge. Parce que là, vous me disiez, on a recréé une célébration militaire et tout ça, mais on vous a prêté les costumes. Sur le coup, oui. Après, nous, on les a achetés. On s'est débrouillé. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On s'est débrouillé. Alors, non seulement il faut écrire les morceaux, préparer les costumes, éventuellement préparer chorégraphie. J'ai un garage de 60 mètres carrés avec des penderies de partout. Ah ben voilà, je sais ce que c'est, figurez-vous, je sais ce que c'est. Voilà. Multiplier les personnages. Donc, les costumes, les tailles pour chacun, voilà, du XL jusqu'au 4. Le stockage, le nettoyage, et finalement c'est une société de spectacle. C'est une société, on est une entreprise de spectacle, on est une compagnie. Une petite compagnie, une toute petite compagnie, mais voilà. Et vos collègues, ils adhèrent de suite? Vous leur dites, voilà, j'ai une idée, on va faire ça. Oui, parce qu'en principe, j'ai quand même pas de trop mauvaises idées. Et vous inspirez de ce que vous avez vu, d'un événement ou d'une envie? Ou d'une envie, ou d'un besoin d'un client, tout simplement. Après, il y a les clients aussi, c'est un peu ce qu'on leur propose. Nous, maintenant, on a un panel assez large. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je viens d'être contacté juste avant de partir là, par la mairie de Sète qui nous prend régulièrement et qui a l'habitude de me prendre pour un truc spécial. Pour les Oursinades, ils me prennent in vino musicas. Et là, je leur ai dit, mais on a le steampunk qui sera original. Ah, mais c'est une bonne idée. Malgré que ça soit à Sète? Oui, mais on vous imagine plutôt en sardine. Eh bien oui, mais justement en sardine, à Sète, en marin, tout le monde leur propose en marin, donc ils en peuvent plus. Oui, bien sûr. Voilà, dimanche on est aux Oursinades de Carré-Lorouet, là ils veulent en marin. Alors c'est drôle parce que autant parfois il faut être raccord avec la thématique de ce qui s'y prête ou de l'environnement, et autant il faut être en décalage pour séduire. Voilà, tout à fait. En fait, si le client vous connaît, qu'est-ce que vous faites, il vous fait confiance. Oui. Si je lui dis, le steampunk, ça serait original, ça serait bien, allez voir les tenues, j'y envoie en même temps que je parle, je lui envoie les tenues, il voit à quoi ça ressemble et ça lui plaît. D'accord. Votre dernier spectacle, enfin votre dernière création, c'est lequel? Quel spectacle? Je crois que c'est le steampunk. C'est ça? À la fanfare steampunk. Ouais. Alors vous pouvez nous décrire brièvement Alors, c'est avec Alors, au niveau costume, évidemment, tenue steampunk, vous voyez ce que c'est? C'est un peu rétro, les engrenages, rétro ça, les en chapeaux. En fait, le steampunk, c'est un mouvement fantasmé il faut imaginer que 19e siècle, il n'y a pas eu la révolution électrique. Et que tout est continué sur la vapeur. Steam, c'est vapeur. D'accord. Et punk, en fait, c'est le style rock. C'est du futuriste ancien. C'est du rétro-futuriste. C'est ça, très exactement. Ça plaît bien, ça. Ça plaît, là, justement, il y a un festival bientôt là, à Montagnac. Donc c'est votre dernière création, ça? C'est la dernière, oui, je pense que c'est la dernière. Alors pourquoi vous-même avoir choisi et la peña ou la fanfare et le spectacle de rue? Vous n'aviez pas envie de faire une carrière solo? Pas du tout. Parce qu'on voit des musiciens non, pas du tout. Qui jouent... Oui, mais moi non. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce collectif? Oui, parce que alors, en solo, ça veut dire souvent jouer sur bande. Oui. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai des bandes à la maison pour moi m'entraîner. Tous les jours, je fais ma petite demi-heure de musique avec mes bandes, mais en public, non. Et le pire qu'il y a, c'est que quand, par exemple, le Quality Street joue et qu'on vient me dire il faudrait baisser la bande, alors c'est flatteur, ça veut dire qu'on joue bien. Ben oui. Mais il n'y a pas de bande, c'est tout du direct. Nous, c'est 100% live. D'accord. Et vous avez les morceaux spécifiques pour Quality Street? C'est des morceaux typiques ou c'est un peu... C'est les morceaux que vous avez entendus à Noël, quand vous nous avez entendus, c'était pour le répertoire de Noël, évidemment.
Mais après, on a 50, 60 morceaux pour le Cavity Street. Ouais. Et la dernière création dont vous me parliez, est-ce qu'il y a des morceaux spécifiques ou pas? Alors, il est bien entendu que sur du steampunk, on va éviter de jouer Les Yeux d'Émilie ou La Gofa Lolita. Quoique. Voilà. Quoique, si les gens se mettent à sauter partout, eh bien oui. On est d'accord. Voilà. Donc le collectif, c'est vraiment important pour vous. Tout à fait. Ce partage, hein, tout à l'heure vous nous disiez quelle émotion on a eu de recréer ce moment. Et oui, et puis il faut savoir aussi que sur le Cavity Street, c'est aussi une histoire de famille, parce que j'y suis, il y a ma petite sœur, la fameuse qui est née quand mon papa est allé nous inscrire, il y a mon frère et il y a mon beau-frère. Ah oui, effectivement. Oui. Et il y a même le neveu qui a fait ses débuts il y a 2 ans. Ah oui, là vous représentez une part importante du collectif. Voilà, c'est pour ça que c'est une part importante, le collectif. Oui. Un projet à venir? Une nouvelle création? Non, un fantasme, un délire? Non, pas spécialement. On va améliorer les pescadous avec, en intégrant des structures gonflables sur la thématique de la mer. On en a déjà quelques-unes, mais on va améliorer un peu. Non, on va améliorer ce qu'on a déjà. Ça vous suffit pour l'instant? Pour l'instant, oui, parce que c'est quand même... c'est prenant. Oui. Ouais. Vous savez combien ça représente de temps à peu près entre l'idée et la réalisation d'un nouveau spectacle? Aucune idée. Franchement, en fait, il faut y penser beaucoup. J'ai la chance que mon beau-frère, ma soeur et mon frère m'aident. Et maintenant, ils me soulagent de plus en plus. Oui, voilà. Parce que comme tous les artistes, on n'a pas des créneaux de création. Quand l'inspiration vient, voilà. On y pense à certains moments, peut-être pas les plus opportuns, voilà. Mais petit à petit, ça mûrit dans son esprit, et puis jusqu'au moment où on a l'impression que ça y est, ça y est, c'est bon, on va le faire. Et des fois, justement, en essayant de le faire, on bifurque parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on pensait devoir faire, ça va pas. On va partir un peu, on va bifurquer, et souvent la bifurcation est meilleure. Oui, comme je disais, le bien est l'ennemi du mieux. Du mieux, ou le mieux est l'ennemi du bien. Oui, c'est plutôt ça. Ouais. En attendant, c'est pas en faire trop. Je crois que c'est ce qui caractérise les artistes. Hein. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une œuvre, et ils en rajoutent, et c'est mieux comme ci, comme ci, comme ça. C'est comme la peinture, il faut savoir donner le dernier coup. Il faut savoir s'arrêter. Un rêve artistique à venir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pour clôturer, Pour clôturer ma longue carrière. Non, pas votre longue carrière, pour clôturer l'interview. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous avez un rêve inaccessible? Jouer à un endroit? Tout à l'heure, vous me parliez d'une opportunité, j'aimerais bien que vous en reparliez là. Ah oui, au mois de juin, on part jouer à Genève. Et je ne sais pas si c'est Si, Monaco aussi. Et Monaco, normalement, le mois prochain. Alors expliquez-nous comment on arrive à jouer à Monaco. Eh bien, tout simplement, on reçoit un coup de téléphone d'un producteur qui vous a repéré sur les réseaux sociaux et qui dit « Ça a l'air très bien ce que vous faites, est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose pour la Saint-Patrick 2 soirs au Casino de Monaco ?» Voilà. C'est un rêve, ça. Ben, c'est bien, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail sur les réseaux. Ben oui. Voilà, déjà, et d'une. Et qu'après, cette personne est allée voir notre site, m'a demandé des audios, des vidéos, et l'a présenté au casino. Et c'est pas signé, mais demain ou après-demain ou plus tard, c'est signé. Et puis, comme on dit, le bouche à oreille aussi. Oui. Les réseaux, les connaissances. Oui, bien sûr. Avant de terminer, vous pouvez vous adresser, comme c'est prévu, en fin d'interview, aux téléspectateurs. Vous pouvez leur donner un conseil ou les informer de si vous voulez qu'ils vous retrouvent sur un événement particulier qui va avoir lieu peut-être. Vous pouvez donner l'information. Ou si ce n'est, encourager peut-être des futurs musiciens qui, comme vous, vont évoluer et on va retrouver sur des grandes scènes. On va le faire en 2 temps alors. Si vous souhaitez nous retrouver, nous sommes à Carry-le-Rouet dimanche pour les Oursinades. Et fin du mois, nous serons, je cherche quelque chose de pas très loin, nous serons à 7 pour les Oursinades le 28 mars, je crois. Je sais plus. Voilà, donc le 28 mars. Et quant au message à faire passer, pour les jeunes, il faut croire à ce que vous allez faire. Surtout les filles. Hein. Basez-vous sur ce que j'ai dit pour moi. Si j'avais écouté les vieux de l'époque, je ne serais pas musicienne. Voilà. Donc faites ce que vous voulez et donnez-vous les moyens de le faire. Il faut travailler. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux faire musicien, je veux faire peintre, je veux faire n'importe quoi. N'importe quoi, comme disait mon grand-père, si tu veux le faire,
fais-le bien, ne le fais pas. Voilà. Croire en ses rêves aussi. Ah, oui, c'est ça. Évidemment. Si tu ne crois pas, tu ne le feras pas. Jocelyne, merci. Merci à vous. Au plaisir de vous voir déambuler quelque part. Écoutez, au plaisir de se retrouver pour la fête de Lunel et pour Noël, certainement. Certainement, oui. Ou à Carry-le-Rouet si vous voulez manger des oursins. Ou à 7. Ou à 7 pour les oursinades aussi. D'accord. Merci beaucoup. Lunel Hebdo, c'est terminé. On se retrouve jeudi.